Pendant des années, Carl Carlson terrorise sa famille. Il semble étonnamment attiré de nombreuses tragédies. Alors, Carl est-il l'homme le plus malchanceux au monde ou un dangereux psychopathe? Je vais vous raconter son histoire. Mais avant, je remercie Proton de sponsoriser cette vidéo. Proton vous permet de passer du temps en ligne en toute sécurité grâce à des outils développés par les scientifiques du CERN qui ont à cœur de protéger tous les internautes pour un tarif le plus bas possible puisque la version basique de leurs outils est 100% gratuite. Proton refuse de faire du profit sur la sécurité. J'ai d'abord envie de vous parler de leur boîte mail qui est la boîte mail cryptée la plus populaire au monde. Vous pouvez transférer dessus les emails que vous recevez sur Gmail et personne d'autre que vous ne pourra y avoir accès ou lire le contenu de vos emails. C'est la solution préférée des journalistes et activistes qui veulent une sécurité et une discrétion maximale. Avec Proton, vous pouvez notamment créer des alias pour cacher votre véritable adresse mail quand vous vous inscrivez sur un site. Vous retrouvez également tous vos abonnements en un seul endroit pour pouvoir vous désinscrire plus facilement et bien d'autres fonctionnalités à découvrir. Proton propose également un VPN qui vous permet de crypter votre adresse IP pour naviguer sur Internet sans risque, même quand vous vous trouvez dans un lieu public. Proton est basé en Suisse, un pays qui a les lois sur la confidentialité parmi les plus strictes au monde. Donc vraiment, Proton est le choix idéal pour éviter les hackers et les trackers. Vous trouverez le lien pour Proton Mail et celui pour Proton VPN en commentaire épinglé et en description. Cliquez et reprenez le contrôle de votre vie privée sur Internet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi aux États-Unis à la découverte d'une affaire criminelle pleine de rebondissements, tous plus fous les uns que les autres, une affaire qui s'est étalée sur plusieurs décennies. Tout commence avec la naissance de Christina le 19 juin 1960. Christina vit en Californie avec ses parents et sa sœur Colette qui a 3 ans de moins qu'elle. Les deux filles sont très proches et Christina est une fille joyeuse et rigolote qui ne voit jamais le mal chez les gens. C'est-à-dire que même si quelqu'un fait quelque chose d'horrible, eh bien Christina va réussir à avoir du positif dans sa personnalité et à se concentrer uniquement là-dessus. C'est aussi une excellente chanteuse et danseuse, bref, un petit rayon de soleil qui croque la vie à pleines dents. Mais certains hommes éteignent la petite lumière qui rend les femmes spéciales. Et malheureusement, Christina est tombée amoureuse d'un de ces hommes. C'est au début des années 80 qu'elle rencontre Carl Carlson. Évidemment, au début, elle ne se rend pas compte de qui il est réellement. Elle tombe sous le charme de ce beau militaire et elle est tellement amoureuse qu'elle quitte l'homme auquel elle est déjà mariée pour épouser Carl peu de temps après. Ensemble, ils emménagent dans l'état de New York dont Carl est originaire et il quitte son travail dans l'armée pour travailler dans une carrière de pierre, tandis que Christina est maman au foyer, ce qui n'est pas de tout repos puisqu'elle a eu 3 enfants avec Carl, des enfants qu'elle a eu très rapprochés. C'est-à-dire que sa première fille, Erin, est née en 1984. En 1985, elle accouche d'un garçon, Lévi, puis en 1986, elle accouche de son 3e et dernier enfant, une petite Katie. Malheureusement, l'argent ne coule pas à flot, la petite famille doit faire très attention à son budget, ce qui représente une énorme source de stress pour eux. Donc le papa de Christina a un peu pitié d'eux et il propose à Carl de l'embaucher dans son entreprise, qui est une entreprise de fabrication de plaques de métal. Il aura un bien meilleur salaire là-bas, donc Carl accepte, même si l'entreprise se trouve à l'autre bout du pays, dans l'état de Californie et plus précisément dans la ville de Murphys, un petit village viticole très mignon. Carl veut absolument améliorer sa qualité de vie, donc ça lui convient tout à fait. Quant à Christina, forcément, elle se rapproche de sa famille et notamment de sa sœur qui est comme sa meilleure amie, donc elle est aux anges. Cependant, la famille Carlson n'a pas beaucoup de moyens, donc la seule chose qu'ils peuvent acheter pour se loger, c'est une maison un peu délabrée au milieu des bois. Pendant que Carl est au boulot, Christina passe de très bons moments avec les enfants, ils font de longues balades dans la nature, ils ramassent des feuilles, des pommes de pin pour après les coller dans un livre, faire des petites activités manuelles, ou alors ils vont en ville boire un verre, manger une petite glace. Vraiment, la vie est belle pour Christina et les enfants. Quant à la maison, elle a envie de la rendre la plus confortable possible pour sa famille. Donc Christina s'applique à coudre de beaux rideaux, à repeindre les murs, à refaire toute la décoration. Mais quand Carl rentre du travail, l'ambiance est tout autre. Carl est un homme agressif, un homme contrôlant, le genre d'homme qui considère qu'on doit faire ce qu'il dit et pas autrement.
il est très sévère avec les enfants. Et avec Christina, ça ne se passe pas très bien non plus puisqu'ils se disputent sans cesse. Christina essaye d'épargner les enfants comme elle peut, donc dès qu'elle sent que le ton monte, elle demande à Karl à ce que la discussion se poursuive dans la chambre à coucher. Malheureusement, les murs ne suffisent pas à retenir les cris, donc les enfants savent très bien ce qu'il se passe. En public, Christina fait semblant que tout va bien. Elle affiche un beau sourire et elle ne parle à personne des problèmes qu'elle rencontre à la maison. Mais sa sœur Colette n'est pas dupe puisqu'elle a été elle-même témoin de certaines scènes qui l'ont particulièrement choquée. Donc elle encourage vivement Christina à quitter son mari. Elle lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter, qu'elle ne manquera de rien. Elle peut s'installer chez elle avec ses enfants, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, elle mérite bien mieux qu'un homme qui la traite mal. L'idée commence un petit peu à germer dans la tête de Christina. À la base, elle est contre, elle veut rester avec son mari, mais petit à petit, elle se dit pourquoi pas, c'est vrai que ça ne se passe pas très bien avec Karl, les choses n'ont pas l'air de s'améliorer, et il y a un événement qui va aider à la convaincre. Événement qui se produit le jour de ses 30 ans, donc le jour de son anniversaire. C'est super triste. En fait, Christina était un peu déprimée pour son anniversaire. Elle se disait « Oh, ça y est, je deviens vieille, 30 ans. » Bon, c'est pas vieux, mais c'est ce qu'elle se disait, elle. Et puis, il y a sa sœur Colette qui s'est dit « Je vais lui faire un super cadeau pour essayer justement de lui redonner confiance en elle, de lui montrer qu'elle est toujours belle et qu'il n'y a pas de souci au fait d'avoir 30 ans. » Donc, elle lui paye un shooting photo glamour. Qui dit shooting photo glamour dit maquillage de star, vêtements sexy. Elle est super contente, elle est aux anges, elle fait son petit shooting, elle rentre chez elle. Et là, Karl l'aperçoit. Son visage est fermé, froid. Il regarde méchamment sa femme et il lui dit « Va immédiatement te changer et te démaquiller, on dirait une pute. » Christina s'exécute. Elle essaye même pas d'argumenter ou quoi que ce soit, non. Elle file dans la salle de bain et elle se démaquille. Les mois passent et la situation ne s'améliore pas, donc Chris prend une résolution. Elle va laisser passer les fêtes de fin d'année dans la joie et dans la bonne humeur, mais en janvier de l'année suivante, donc janvier 1991, elle quittera son mari. Noël se passe très bien, la famille le fête chez les parents de Chris, avec les enfants, avec Colette, tout le monde est réuni, c'est super, c'est le bonheur. Et puis arrive le 1er janvier 1991. Karl décide qu'il va brûler le sapin. Voilà, les fêtes sont passées, il veut se débarrasser de ce sapin de Noël. Donc il propose aux enfants de l'accompagner pour qu'il leur montre comment ça se passe. C'est intéressant pour les enfants de voir ça. Donc il recouvre le sapin d'essence, il y met feu et il en profite pour leur faire un peu de prévention en leur disant « Regardez, comme le sapin brûle vite, il faut faire très attention avec le feu, etc. » Bon, très bien. Une fois le sapin réduit en cendres, les enfants rentrent à la maison. Christina les met au lit et elle profite que tout le monde dorme pour aller se détendre un petit peu dans la salle de bain. Elle se fait couler un bon bain et elle se glisse dans l'eau chaude. Karl bricole dans le garage quand il entend des hurlements. C'est sa femme, Christina, qui est en train de l'appeler à l'aide. Il se précipite vers la maison et il découvre qu'elle est en proie aux flammes. Il essaye d'entrer, mais le feu est déjà trop important. Il est impossible de pénétrer dans la maison. Le feu le prend carrément au visage quand il essaye d'entrer. Donc il décide de passer par les fenêtres. C'est une maison de plein pied, donc c'est pas un souci. Il commence par la chambre de son fils Lévi. Il casse la fenêtre, il attrape son fils par les cheveux et il le balance dehors. Puis il court vers la chambre de ses filles qui dorment ensemble. Il attrape Erin et Katie, il les jette dehors avec leur frère. Puis il met les enfants à l'abri, tous ensemble dans son camion, en leur disant bien de ne pas bouger et de ne pas regarder en direction de la maison. Lui retourne en direction de la maison. Puis quand il revient vers les enfants, il leur annonce froidement que maman est partie au paradis. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, on est en 1991, très peu de gens en possèdent, donc Karl est contraint de prendre son camion, de se rendre chez un voisin et de demander de l'aide. Mais quand les pompiers arrivent, il est trop tard, la maison est réduite en cendres et en ruines, et le corps de Chris est retrouvé à l'intérieur. Tout de suite, les proches de Chris ne croient pas à cet incendie, ils ne croient pas que ce soit un accident. Quelle étrange coïncidence que Chris meurt juste avant de quitter son mari, et qu'en plus de ça, il ait réussi à sauver tout le monde, sauf elle.
Ils se rendent sur place pour se faire une petite idée de ce qui a pu se produire et ils constatent avec étonnement que la fenêtre de la salle de bain avait été condamnée par des planches clouées au mur extérieur. La fenêtre est entièrement recouverte de planches. C'est Carl qui les avait installées quelques jours seulement avant l'incendie. Il explique que la fenêtre s'était malencontreusement cassée et qu'il a été forcé de la réparer de cette façon, en attendant de la réparer plus correctement. Mais du coup, Christina s'est retrouvée dans un véritable cercueil, avec des flammes au niveau de la porte et des planches clouées au niveau de la fenêtre. Elle n'avait aucun moyen de sortir de cette salle de bain. Alors bien sûr, Carl, lui, aurait certainement pu la sauver, puisqu'il aurait pu au moins tenter d'arracher les planches, tenter de sauver sa femme d'une manière ou d'une autre, mais il ne l'a pas fait. Comment on le sait ? Eh bien tout simplement puisque c'est confirmé par le témoignage des enfants qui ont désobéi quand leur père leur a dit de ne pas regarder. Vous savez comment fonctionnent les enfants, on leur dit de ne surtout pas faire quelque chose, ils sont tentés de le faire, donc ils ont jeté un œil et ils ont vu leur père s'approcher très lentement de la maison, en prenant bien son temps, puis rester planté là, sans bouger, quelques secondes, avant de revenir vers le camion et de leur annoncer la mort de leur mère. C'est vraiment horrible d'imaginer cette scène, puisque les enfants, malgré leur jeune âge à ce moment-là, se souviennent tous très bien des hurlements de leur mère qui était en train de mourir asphyxiée. Autre comportement douteux de Carl, quand Colette lui dit qu'elle a besoin de voir le corps de sa sœur, il lui répond « Non, tu ne peux pas, c'est impossible, c'est devenu une crispy critter ». En français, si je traduis littéralement, ça donne une créature croustillante. Ça fait bizarre en français, c'est pas une expression qu'on utiliserait en français, mais vous saisissez l'idée, quoi. C'est une expression qui n'est pas du tout normale à utiliser quand on parle d'une personne qu'on aimait et qui vient de mourir. Et vous imaginez le choc de Colette quand elle entend ça. La police aussi a des doutes concernant cet incendie, d'autant plus qu'une assurance vie a été souscrite 19 jours seulement avant l'incendie et l'unique bénéficiaire de cette assurance vie est bien sûr Carl. La somme qu'il doit toucher avec la mort de sa femme s'élève quand même à 200 000 $ et bien sûr l'assurance envoie un expert pour essayer de faire la lumière sur cet incendie. Est-ce qu'il s'agit réellement d'un accident, oui ou non ? Et l'expert, qui est aussi un pompier, est formel, l'incendie est criminel. En effet, il constate que le départ de feu se trouve au niveau d'un tapis qui est sur le seuil de la salle de bain. Comme par hasard. Et il découvre également qu'il y a une importante quantité d'essence qui a été versée sur ce tapis quelques secondes seulement avant que la maison ne s'embrase. Ça ne laisse aucun doute sur ce qu'il s'est réellement passé, mais pour une raison qu'on ignore, l'assurance décide quand même de verser l'argent à Carl, qui en profite pour prendre ses enfants sous le bras, le peu d'affaires qui lui reste, et filer à l'autre bout du pays, 3 jours seulement après l'incendie, sans même attendre l'enterrement de sa femme. Avant son départ, il a quand même été interrogé par les policiers à qui il a raconté une version des faits qui ne tient pas du tout par rapport aux preuves qui ont été retrouvées. Il explique qu'il se chauffait avec de l'essence, donc ils avaient besoin d'aller chercher de l'essence régulièrement pour leur chauffage. Or, les contenants avaient été déposés dans le salon et comme ils avaient des chiens et des chats qui faisaient pas mal le bordel dans le salon, eh bien un des chiens ou des chats a renversé un contenant, donc il y a de l'essence qui s'est répandue au sol et étant donné qu'il y avait une lampe à côté, il pense que la lampe est tombée et que c'est ça qui a créé l'incendie. Quant au fait de ne pas sauver sa femme, il explique que l'incendie était bien trop important au moment où il s'est approché de la maison et qu'il lui était impossible de la sauver. Bon, bien sûr, cette version des faits ne convainc personne puisque ça ne correspond pas du tout à ce que l'expert pompier a découvert dans la maison et le policier qui enquête à ce moment-là a fait un travail de dingue. Il s'est vraiment démené pour prouver la culpabilité de Carl. Il était déterminé à aller jusqu'au bout, à envoyer Carl en prison. Mais problème, Carl habite maintenant à New York, c'est vraiment à l'autre bout du pays, et quand il demande à ses supérieurs l'autorisation d'aller là-bas pour interroger Carl, eh bien ses supérieurs refusent en lui disant tout simplement qu'ils n'ont pas le budget. Donc l'enquête en reste là. Carl s'installe avec les enfants dans la jolie ville de Seneca Falls, une ville qui a servi d'inspiration au célèbre film américain de Noël It's a Beautiful Life, mais la vie est très loin d'être belle pour la famille Carlson, puisque Carl est très dur avec les enfants. Il leur interdit
notamment de parler de leur maman. Ils doivent faire comme si elle n'avait jamais existé. S'ils mentionnent son existence, s'ils ont le malheur d'évoquer leur tristesse ou quoi que ce soit, ils sont punis. Carl est extrêmement sévère avec ses enfants. Il les force à s'occuper de toutes les tâches ménagères, en plus d'autres travaux qu'il leur trouve à faire ci et là. Ils habitent dans une ferme, donc forcément, il y a de quoi faire. Et dès qu'un enfant a fait ce qu'il considère comme une bêtise, dès qu'il a eu un écart de conduite, eh bien, l'enfant est encore une fois très sévèrement puni. Par exemple, il va leur demander de porter des charges lourdes d'un point A à un point B jusqu'à ce que leur corps n'en puisse plus, jusqu'à ce qu'ils s'écroulent au sol. Et il est encore plus dur avec Lévi. Lévi, donc son seul garçon, puisqu'il considère qu'en tant que garçon, il doit savoir encaisser les coups. Donc Lévi est frappé. Bon, pour Carl de son côté, tout va bien. Il a encaissé un beau chèque après la mort de sa femme et il retrouve très rapidement l'amour en la personne de Cindy Best, une femme locale qu'il a rencontrée dans un bar country et dont il tombe amoureux assez rapidement. C'est réciproque, Cindy le trouve très beau, très fort et elle est très émue par son passé puisque forcément il lui raconte qu'il élève seul ses 3 enfants depuis la mort de son ex-femme qui est morte de manière tragique dans un incendie. Donc ça émeut Cindy qui décide très rapidement d'épouser cet homme et d'emménager avec lui et ses enfants. C'est arrivé seulement 1 an après la mort de Chris. Bon, ça va, 1 an, c'est pas un jour non plus, mais quand même, ça peut être jugé comme assez rapide pour se remarier, refaire sa vie. Sur le coup, Erin, Lévi et Katie ne vivent pas mal cette situation, heureusement. Ça leur convient tout à fait, ils sont contents d'avoir une présence féminine à la maison. Ils se disent qu'ils vont enfin pouvoir dire à l'école que eux aussi, ils ont une maman. Ils sont vraiment prêts à adopter Cindy, à l'aimer comme si elle était leur maman. Mais ils déchantent vite en découvrant que Cindy, elle, n'a pas du tout l'intention de les considérer comme ses propres enfants. C'est quand même elle qui s'occupe d'eux la journée, mais dès que Carl rentre du travail, elle se précipite à ses côtés pour lui raconter toutes les bêtises que les enfants ont fait dans la journée et lui demander de les punir. Donc elle participe également à leur maltraitance. Les années passent et en 2002, Carl est victime d'un 2e incendie terrible. Il est en train de dormir avec Cindy quand soudain il est pris d'une envie d'uriner. Cindy trouve un peu bizarre puisqu'il va aux toilettes du bas au lieu d'aller aux toilettes de l'étage à côté de leur chambre. C'est assez inhabituel, mais ok, admettons. Il revient dans la chambre, puis il a comme du mal à dormir, il s'approche de la fenêtre, il regarde dehors, et là, il remarque une épaisse fumée qui s'échappe de la grange. Et une lueur orangée qui apparaît aux fenêtres. Tout de suite, il sait ce qu'il est en train de se passer. Il se précipite vers Cindy, il lui dit d'appeler le 911, tandis qu'il court vers la grange pour voir s'il réussit à faire quelque chose. Malheureusement, c'est trop tard, le feu est déjà trop important et à l'intérieur de cette grange se trouvaient leurs chevaux. Un cheval primé qu'ils avaient acheté dans le but de le faire se reproduire mais qui malheureusement s'est révélé être infertile, ainsi que 3 petits poulains. C'est hyper triste, malheureusement, tous les animaux ont péri dans les flammes. Mais là encore, Carl avait souscrit une assurance sur ses chevaux, puisqu'il s'agissait de chevaux de luxe, primés, etc. Donc, il touche encore une coquette somme, la somme de 115 000 $. Et pour expliquer l'incendie, il explique cette fois qu'il s'agit de l'installation électrique dans la grange qui n'était pas aux normes. Bon, je vous ai dit que c'était le 2e incendie, mais en réalité, c'est le 3e, puisqu'il y avait déjà eu un incendie dans sa vie avant la mort de Chris en 1986. Carl avait acheté une Mustang qu'il avait assurée à hauteur de 10 000 $ et soudain la voiture a pris feu spontanément devant chez lui. Alors très bizarre, surtout qu'il n'y avait rien ni dans la boîte à gants ni dans le coffre de la voiture qui puisse justifier ce départ de feu, mais Carl, comme d'habitude, a touché l'argent. 3 incendies étranges, 3 primes d'assurance qui lui sont versées, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises puisqu'un nouvel incident va survenir et cette fois-ci, le feu n'y est pour rien. Dans cette partie, je vais vous parler plus particulièrement du fils de Carl, Lévi. Je vous rappelle que c'est celui qui a été le plus maltraité par son père sous prétexte que c'était un garçon. Voilà. Donc Lévi, à l'adolescence, sans surprise, ne se laisse plus faire. Il a grandi, il fait la même taille que son père, il ne va pas le laisser continuer à le frapper. Donc Lévi se rebelle, il commet des petits délits,
Il envoie paître son père, il y a énormément de disputes entre eux, hein, ça dégénère complètement. Lévi a un style métalleux, il est habillé en noir, il adore écouter du métal, vraiment pas du tout quelque chose qui plaît à son père. Et en plus de ça, dès que son père dépasse les bornes, il appelle les services sociaux. Bon, malheureusement, les services sociaux n'ont jamais rien fait. Et Karl a gardé la garde de ses enfants. Mais bon, Lévi a eu le mérite d'essayer. Lévi n'est plus un pauvre petit garçon qui subit la violence de son père. C'est devenu un adolescent qui veut reprendre le contrôle de sa vie. D'ailleurs, à l'âge de 16 ans, Lévi quitte la ferme de son père pour faire sa vie de son côté. Il tombe très rapidement amoureux d'une adolescente comme lui, qui s'appelle Cassie. Et il est, mais vraiment fou d'elle, à tel point qu'il décide qu'elle est la femme de sa vie et qu'il l'épouse très rapidement. Ils ont ensemble 2 enfants, là encore très rapidement, très jeunes, puisqu'ils ont une première fille à l'âge de 18 ans, puis une seconde à l'âge de 20 ans. Lévi aime sa femme et ses filles plus que tout au monde. Il est prêt à tout pour elles, à tout pour les rendre heureuses. Donc il s'efforce de trouver un travail qui lui permettra d'avoir une sécurité, d'entretenir sa famille et de les rendre les plus heureux possible. C'est comme ça qu'il trouve un poste dans une usine de verre. Et c'est un poste qui lui permet de bénéficier d'une assurance santé. Vous savez à quel point c'est important aux États-Unis, puisque ça va lui permettre de se protéger lui-même, mais également de protéger ses filles et donc d'éviter des frais de santé exorbitants. Malheureusement, son idylle avec Cassie ne dure pas et c'est une rupture qui ne se passe pas très bien puisque Lévi a le cœur en miettes. Il voyait vraiment Cassie comme la femme de sa vie. Il ne voulait pas se séparer, donc c'est une rupture qu'il a plutôt subie. Il n'en a pas été acteur. Donc forcément, voilà, c'est un peu conflictuel maintenant avec Cassie qui a la garde des filles. Donc Lévi perd la femme de sa vie et également ses filles qu'il voit beaucoup moins qu'avant. Les années passent et Lévi, qui a mûri, qui est devenu un adulte indépendant, eh bien, décide de renouer les liens avec son père. Effectivement, son père, maintenant qu'il est adulte, ne le frappe plus, ne le martyrise plus. Donc leurs rapports ont changé, ils se sont apaisés. Et Lévi passe de plus en plus de temps avec Karl et Cindy. Il apprécie leur compagnie et il est vraiment heureux d'avoir retrouvé un semblant de parent, puisqu'il a déjà perdu sa maman. Il n'avait pas envie en plus de perdre son papa. Bon, il y a quand même encore des conflits entre le père et son fils, hein. Notamment il y a eu un conflit qui est allé très loin, ils en sont venus aux mains, puisque Karl a appris que son fils racontait partout dans le village qu'il avait tué sa maman. Il n'a pas du tout apprécié, donc il a confronté Lévi à ce sujet et il a essayé de faire changer d'avis Lévi, en tout cas de lui dire de ne plus faire ça, que ça salissait sa réputation, que c'était dégueulasse, que c'était n'importe quoi. Mais Lévi n'est plus un enfant, Lévi est quelqu'un de très fort mentalement, il reste sur ses positions, il envoie paître son père et c'est comme ça qu'ils en sont venus à se balancer des coups de poing au visage, donc une dispute vraiment violente. Mais à part cette grosse dispute, leurs rapports sont plutôt bons. En novembre 2008, Lévi est alors âgé de 23 ans et ses filles ont 5 et 3 ans quand Karl s'adresse à lui et lui dit qu'il s'inquiète énormément pour l'avenir de ses filles. En effet, Lévi travaille, comme je vous l'ai dit, dans une usine de verre. C'est un métier qui est quand même assez dangereux. Il y a beaucoup d'accidents du travail dans les usines. Donc il lui dit, écoute, tes filles sont jeunes, ce serait quand même dommage, si tu meurs, de les laisser sans rien. Donc je te conseille de souscrire une assurance vie. Bon, Lévi trouve que c'est une bonne idée, il se laisse convaincre et son père lui propose de l'accompagner au rendez-vous. Il faut savoir, je ne l'ai pas encore précisé, que Lévi a un léger handicap mental. Donc il avait énormément de mal à l'école, il a du mal à comprendre et à apprendre aussi facilement que les autres personnes. Je trouve que c'est important de le préciser puisque vous allez voir qu'il se laisse convaincre par cette assurance vie et les modalités que son père lui propose, alors que vous allez peut-être vous dire mais pourquoi il a accepté ça ? Bon, malheureusement le pauvre n'a pas des grosses facultés mentales et n'a pas été capable de remarquer que c'était bizarre, ok ? Puis en plus, il est très jeune, il a que 23 ans, il y a beaucoup de jeunes de 23 ans, même sans handicap mental, qui signent des documents sans trop réfléchir, donc bon, voilà. En tout cas, son père, une fois sur place, lui dit, écoute, moi, Lévi, je te conseille vraiment pas de mettre cette assurance directement au nom de tes filles ou au nom de ton ex-femme, puisque le divorce ne se passe pas très bien. Qui sait, peut-être que ton ex pourrait avoir des idées malfaisantes derrière la tête. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de virer cet argent vers le compte de quelqu'un de confiance,
mois par exemple, comme ça je t'aide à financer ton assurance vie et puis le jour où il t'arrive quelque chose, ce que je n'espère pas, eh bien moi je m'occuperai personnellement de reverser cet argent aux filles, de me servir de cet argent pour leur faire des cadeaux, pour prendre soin d'elles, leur payer leurs études, etc. Donc Lévi se dit ok, c'est pas forcément une mauvaise idée, c'est vrai qu'avec Cassie on s'entend pas, je sais pas ce qu'elle ferait de cet argent, donc allez, c'est parti. En plus c'est une solution qui l'arrange puisque Karl a des meilleurs revenus que lui, il a plus d'argent que son fils, donc Lévi n'avait pas forcément trop les moyens de se prendre cette assurance vie. Or là son père lui dit écoute c'est moi qui paye, je te prends l'assurance premium, je veux le meilleur pour mes petites filles, t'inquiète pas. Donc Lévi se dit ok c'est top et il mente au moment de l'établissement de l'assurance vie, ça aussi c'est très important. Lévi a des petits soucis de santé. Quand on souscrit une assurance vie, souvent on va vous demander si vous avez des soucis de santé justement pour adapter le montant. Si vous avez une maladie en phase terminale, forcément on va pas vous dire si vous mourrez dans moins de 10 ans, on vous donne 1 million d'euros. Enfin non. Évidemment, l'assurance, son but, c'est pas de perdre de l'argent. Donc, il y a un petit questionnaire de santé et Lévi dit qu'il n'a aucun souci de santé. Or, en réalité, il a un souci au niveau de la gorge qui lui donne de la difficulté à avaler les aliments, etc. Il ne le mentionne pas et il y a une visite médicale qui est prévue quelques temps après. Or, lors de cette visite médicale, vous allez voir qu'elle n'aura pas lieu finalement. Mais si elle avait eu lieu, eh bien, le contrat aurait dû être annulé et refait. Mais étant donné qu'ils ont menti et qu'ils n'ont pas mentionné ce souci de santé, eh bien le montant que Karl recevra à la mort de son fils s'élève quand même à 700 000 $. La somme est absolument énorme. La veille du fameux rendez-vous médical, soit le 20 novembre 2008, Karl appelle son fils et lui demande de l'aide. Il a un camion à réparer dans sa ferme. Et il sait que Lévi est assez doué pour réparer les voitures, donc il lui demande s'il serait d'accord pour venir. Lévi est d'accord, il n'y a aucun souci, il arrive, il salue tout le monde, puis il s'éclipse dans le garage où son père a déjà tout préparé pour la réparation de ce camion. Il se glisse en dessous, il s'active, et pendant ce temps, Karl et Cindy sont dans la salle de bain en train de se préparer, puisqu'ils doivent se rendre à l'enterrement de la tante de Cindy. Au moment de partir, Cindy se met sur le siège passager et Karl lui dit « Écoute, j'arrive, je vais juste prévenir Lévi qu'on s'en va, lui dire au revoir. » Pas de souci. Il part quelques minutes, il revient, il se glisse au volant et tous les deux partent pour l'enterrement. Ils reviennent de cet enterrement 4 heures plus tard et à leur arrivée, ils sont très étonnés de découvrir devant la maison la voiture de Lévi. Les réparations sur le camion n'étaient pas si importantes, il aurait dû avoir fini depuis longtemps et être reparti. Donc Karl, étonné, dit à Cindy « Écoute, je vais aller voir dans le garage ». Il entre et là, elle l'entend pousser des hurlements d'horreur. Il lui dit d'appeler tout de suite le 911 car son fils a été écrasé par le camion. Cindy s'exécute et je vous passe tout de suite l'appel au 911. 911, what's location of your emergency? Yes, I live at 885 Yale Farm Road. Okay. I think I need an ambulance. Okay, what's going on? The truck fell on my stepson. The truck fell on your stepson? Yes, and we just got home, and I don't think he's alive. You don't think he's alive? No, 885. Okay, he's pinned underneath the truck? Yeah, my husband's lifting up the truck. Honestly, I don't think he's alive. Okay, how old is your son? He's 22. And did your husband get the truck off of him? He was jacking it up when I was just out there. Okay, are you with your son right now? He's not alive. Is he breathing? No. He is not breathing. Okay, we're going to start CPR, okay? Yeah, Carl, they want to start CPR. Do you know CPR? His chest is crushed. His chest is crushed? No. He's probably been under here for hours. Oh my God. Ma'am, what is your first name? Cindy. Cindy? C-I-N-D-Y. Okay, and your last name is Carlson? Carlson. Oh my God. This is awful. En fait, ce qu'il se passe, c'est que l'installation que Karl avait mis en place pour que son fils répare le camion était très bancale. Il avait mis un seul et unique cric lève-rail à l'avant du camion pour le maintenir en l'air. Je vous montre
En gros, voilà, on a le cric comme ça et le camion comme ça. Donc le camion était comme ça, avec les roues arrière au sol et les roues avant en l'air. Mais un seul cric à l'avant. Donc ça veut dire que le camion pouvait comme ça bouger sur les côtés. C'est pas du tout stable. Mais bref, c'est ça qu'il avait fait. Donc il explique aux policiers quand ils arrivent qu'effectivement, c'était pas forcément idéal comme installation. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait un accident. Malheureusement, le camion a dû basculer et tomber sur son fils. Lévi a eu la poitrine complètement écrasée par le camion, comme vous avez pu l'entendre lors de l'appel, et il était déjà mort depuis plusieurs heures quand Carl et Cindy sont rentrés de l'enterrement. Bon, la police n'a aucune raison à ce moment-là de soupçonner Carl et Cindy de quoi que ce soit, hein. Il s'agit d'un bête accident, il y en a énormément qui se produisent partout dans le monde, hein, des millions, des accidents. C'est vrai que c'est bête d'avoir mis le camion sur un seul cric comme ça, c'était pas du tout intelligent de la part de Carl. Mais bon, ça arrive, des gens qui font des choses bêtes et qui en payent le prix, il y en a tout le temps. Donc les policiers classent l'affaire, d'autant plus que Carl est complètement effondré. Il y a même le shérif qui est là en train de le prendre dans ses bras et de le rassurer parce qu'il est sanglote. Il est au bout de sa vie, il explique à quel point il aimait Lévi, que c'était son fils d'amour, que vraiment c'est horrible ce qui est en train de lui arriver. Il a déjà perdu sa femme, maintenant son fils. Cindy, elle aussi, est en larmes, donc voilà. L'affaire est classée, il n'y a même pas d'autopsie, rien du tout. Par contre, après que Carl ait touché les 700 000 $ promis par l'assurance, le comportement de Carl commence à questionner. Je rappelle que l'argent de l'assurance vie était censé revenir aux filles de Lévi, donc aux petites filles de Carl. Certes, l'argent arrivait sur le compte de Carl, mais il devait ensuite faire des dépenses pour les filles. Or, Carl n'a parlé de l'existence de cette assurance vie à personne, sauf à sa femme Cindy. Il n'a rien dit à Cassie, rien dit à ses petites filles, rien dit à ses filles. Personne ne sait rien. Lévi, de son côté, il venait juste de souscrire cette assurance, donc lui non plus n'en avait informé personne. Il ne s'attendait évidemment pas à mourir quelques jours après. Donc Carl récupère cet argent en toute discrétion. Mais bon, vous commencez à connaître le personnage. Bien évidemment, Carl n'a absolument pas l'intention de verser cet argent à ses petites filles et il en dépense tout de suite une très grande partie puisqu'il a une idée selon lui brillante, celle d'élever des canards de façon à les vendre à de grands restaurants, des restaurants gastronomiques, étoilés, vous voyez. Donc au départ, ok, c'est un petit projet plutôt sympa, il achète 10 canards, mais ensuite il passe à 20 canards, 30 canards, 40 canards, jusqu'à des centaines de canards, avec tous les frais que cela implique. Et finalement, ce business ne lui rapporte pas tant que ça d'argent. C'est pas si brillant que ça comme idée. Et puis Carl et Cindy sont des flambeurs. C'est le genre de personnes qui ont l'argent qui leur brûle les doigts. Ils ne peuvent pas s'empêcher de le dépenser. Ils achètent des véhicules flambant neufs. Ils font des voyages à l'autre bout du monde. Ce comportement attire bien évidemment les regards d'Erin et Katie, qui décident de confronter Cindy. Elles n'osent pas directement parler à leur père, donc elles parlent à Cindy. Cindy nie tout en bloc, elle dit que son mari adoré aurait été complètement incapable de faire du mal à Lévi, qu'il l'aimait à la folie, qu'il s'était rapproché de lui ces derniers temps, ils s'entendaient tous les deux très bien, et en plus de ça, au moment de la mort de Lévi, ils étaient ensemble à un enterrement. Il y a plein de témoins, elle sait que son mari était avec elle, donc il n'a pas pu faire de mal à Lévi. Certes, il s'est absenté quelques minutes au moment de partir à l'enterrement, mais il est revenu dans la voiture, il était totalement normal. Il n'avait pas l'air de s'être passé quoi que ce soit dans le garage, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Cependant, les doutes répétés des proches de Carl concernant la mort de son ex-femme, l'incendie de la grange, la mort de son fils, commencent à faire leur chemin dans le cerveau de Cindy. Elle commence elle-même à se poser des questions. Et si finalement, ils avaient raison. Et si son mari qu'elle aime tant et qu'elle pense incapable de faire du mal à une mouche était en réalité un très bon manipulateur et un psychopathe. Ses pensées parasitent de plus en plus son esprit, à tel point qu'elle finit par en faire des crises d'angoisse, des insomnies. Elle se sent de plus en plus mal, elle ne sait pas quoi faire. Et le truc qui la met le plus mal, c'est qu'elle vient de souscrire elle-même une assurance vie. Une assurance vie, bien sûr, au nom de Carl, une assurance qui lui rapporterait la somme d'1,2 million de dollars si sa femme venait à mourir. On ne sait jamais, un accident est vite arrivé.
un incendie, un camion qui vous tombe sur le visage. Cindy est tellement terrifiée à cette idée qu'elle décide de quitter son mari en 2012. Elle se confie sur ses doutes à une cousine à elle et sa cousine lui dit « Mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes ? Quel intérêt il aurait à tuer son fils ? Ils s'entendaient bien tous les deux. » Et là, Cindy lâche une bombe puisqu'elle raconte à sa cousine qu'il y avait une assurance vie et que Carl a touché une très importante somme d'argent. Donc cette cousine est choquée. Tout de suite, elle change d'avis, elle dit « Oh mon Dieu, tu as raison, c'est très bizarre, qui souscrit une assurance vie sur la tête de ses enfants en étant le bénéficiaire alors qu'en plus cet enfant a des enfants lui-même, ça n'a aucun sens, il meurt juste après, non, c'est bizarre. » Donc cette cousine se précipite au commissariat et en informe la police. Et maintenant que la police a cette information, ils deviennent eux aussi très suspicieux. Les policiers se lancent discrètement dans une enquête et Cindy, elle, décide également d'enquêter de son côté. Cindy, ça pourrait être une de mes abonnées puisque c'est une adepte du true crime, elle adore ça et elle a regardé un reportage avec une fille qui décidait de piéger sa mère. Elle la soupçonnait d'avoir commis un meurtre. Donc elle l'enregistrait à son insu en essayant de la faire avouer. Et elle décide de faire la même chose. Donc elle achète un petit dictaphone et elle donne rendez-vous à Carl dans un restaurant. Elle lui dit qu'elle a besoin d'avoir une discussion très sincère avec lui, une discussion à cœur ouvert, et que s'il est 100% honnête avec elle, elle se remettra en couple avec lui. Carl se laisse berner, il arrive à ce rendez-vous et elle lui dit « Écoute, il faut maintenant que tu me dises toute la vérité. Je ne veux plus que tu me caches rien. Moi, la seule et unique raison pour laquelle je suis partie, c'est parce que tu me mentais. Je n'aime pas le mensonge, je n'apprécie pas ton comportement. Donc là, maintenant, tout de suite, tu me balances toute la vérité sur tout ce qui s'est passé pendant notre relation. Et c'est bon, on se remet ensemble et tout va bien. » Et Carl le fait. Il lui explique qu'il a fait tomber le camion volontairement sur Lévi pour toucher l'argent de l'assurance. Donc en fait, au moment où Carl a dit à sa femme qu'il allait vite fait dire au revoir à Lévi, il était en fait en train de le tuer. Il a poussé le camion sur son enfant, sur sa chair, et puis il a laissé son fils agoniser pour se rendre à l'enterrement de quelqu'un d'autre. C'est terrifiant. Et tout ça sans que Cindy ne se doute de rien. Donc vous imaginez le jeu d'acteur, vous imaginez la froideur pour réussir à passer 4 heures à un enterrement en sachant que son fils est en train de mourir chez soi en ne laissant paraître aucune émotion. C'est quand même dingue. Cindy a bien évidemment enregistré toute la conversation, donc elle se précipite auprès des policiers pour leur faire écouter l'enregistrement en leur disant « Regardez, j'ai une preuve, je sais que mon mari a tué son fils et il voulait probablement faire la même chose avec moi. » Donc elle leur laisse écouter ça, mais les policiers lui disent « Écoutez madame, c'est très bien, mais ça aurait été mieux que vous passiez par nous directement puisque là vous n'avez pas fait les choses de manière très éthique. Votre enregistrement en plus, il n'est pas trop exploitable puisqu'elle avait choisi un restaurant bruyant, on n'entend quasiment pas la voix de Carl, donc ils lui disent qu'il va falloir recommencer. » Cindy est d'accord, mais cette fois ce sont les policiers qui choisissent le restaurant et qui placent un mouchard sur elle, donc elle se rend au restaurant et elle essaye à nouveau de faire avouer Carl. Le problème c'est que bien évidemment il est super méfiant, vous imaginez quelqu'un qui vous repose exactement les mêmes questions. C'est trop bizarre, la dernière fois elle lui a dit tu m'avoues une fois et tout va bien, là elle lui dit non mais faut me redire, hein, t'as tué Lévi, hein, dis-moi, t'as tué ton fils, tu te rappelles ce que tu m'as dit la dernière fois, redis-le. Donc forcément Carl lui dit mais n'importe quoi, j'ai jamais dit ça, je suis sûre que t'es en train de m'enregistrer, enfin bref. Vous voyez, il a grillé, donc ce rendez-vous-là ne sert à rien. Mais bon, étant donné que les policiers ont déjà quand même des bribes d'aveux avec l'enregistrement de Cindy, même si on n'entend pas très bien, on entend quand même qu'il avoue, ils se disent on va pouvoir utiliser ça contre lui, donc il l'arrête. Il le place en détention, en garde à vue, et il l'interroge au sujet de la mort de Lévi. L'interrogatoire de Carl est lunaire, puisqu'il passe tout son temps à ne parler que de lui et à se plaindre.
Cindy avait prévenu les policiers qu'il avait ce genre de personnalité. Elle leur a dit qu'il était un peu drogué à l'empathie, dans le sens où il va tout le temps essayer de faire pitié, d'attirer la compassion, d'essayer que tout le monde ait de la peine pour lui et soit à ses petits soins parce que le pauvre, il lui est arrivé ci et ça. Donc il fait la liste de tous les malheurs qui lui sont arrivés, de tous ses problèmes de santé. Il faut savoir qu'il a notamment un cheval qui lui a mis un grand coup dans le dos, donc depuis il a des gros problèmes de dos. Il doit prendre pas mal de médicaments, donc il raconte ça. À chaque fois dans l'interrogatoire, elle arrête pas de faire « Désolée, mais je dois me mettre dans telle position parce que j'ai tellement mal au dos. Oh, désolée. Oh là là, oh, ça va vraiment pas. Oh là là, regardez là ce que j'ai. Et puis je prends tel médicament et je me sens tellement mal. » C'est que ça. Alors qu'il est là pour la mort de son fils. Et puis en plus de ça, c'est un excellent manipulateur et un gros menteur. Bon, je dis excellent, mais bien évidemment, les policiers, eux, ont l'habitude d'avoir des gens qui leur mentent. Ils savent voir à travers les mensonges de Carl, surtout que quand ils posent une question, généralement, ils ont déjà la réponse. Ils posent la question justement pour voir ce qu'il va répondre. Donc bon, eux, voilà, ils ne se laissent pas berner. Mais on comprend qu'il ait pu berner tout son entourage. Le souci, quand on ment énormément, c'est qu'on finit par se trahir soi-même, puisqu'on ne se souvient pas forcément de tous les petits détails qu'on a donnés. Donc, il donne des réponses qui sont différentes à la fin de l'interrogatoire de celles qu'il a données au début de l'interrogatoire. Par exemple, si je prends l'affaire Christina, l'interrogatoire c'était par rapport à Levi, mais ils ont abordé rapidement l'affaire également Christina Carlson. Donc par rapport à Christina, il lui demande à quel moment il avait cloué ses planches aux fenêtres. Il dit que c'était 8 mois avant. Or, au début de l'interrogatoire, il avait dit 2-3 semaines avant, quelque chose comme ça. Donc des dates qui n'ont rien à voir. Et en plus, c'est faux puisque Colette, donc la sœur de Christina, avait vu ses planches aux fenêtres à Noël. Quelques jours seulement avant la mort de sa sœur. Je vais pas vous raconter tout l'interrogatoire parce que c'est long et pas forcément hyper intéressant, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout Carl qui parle de lui-même, donc à moins que vous ayez envie de connaître tous les petits malheurs qui lui sont arrivés, tous les petits bobos qu'il a subis dans sa vie, c'est pas très intéressant. Cependant, je vais vous raconter quelques pépites, puisqu'il y en a eu lors de cet interrogatoire, hein, ça n'a pas manqué, et ça pourrait même franchement être drôle si on ne parlait pas de la mort de 2 personnes. Je commence avec ces fameux aveux auprès de Cindy. Évidemment, les policiers lui posent pas mal de questions à ce sujet. Pourquoi avez-vous avoué si vous êtes innocent ? Et il répond, eh bien, je lui ai tout simplement dit ce qu'elle avait envie d'entendre. Ce à quoi les policiers rétorquent, mais pourquoi est-ce qu'elle aurait envie d'entendre que vous avez tué votre fils ? Et là, il sait plus trop quoi dire. Il dit que de toute façon, Cindy l'a piégé, que c'est elle le problème et pas lui. Elle n'avait pas à l'interroger comme ça discrètement. C'est dégueulasse. Et il n'hésite pas également à mettre la faute sur ses médicaments. Il dit que ce sont des médicaments qui lui font voir des éléphants roses, qu'il est ailleurs, qu'il ne se rend même pas compte de ce qui se passe autour de lui et qu'il n'a absolument aucun souvenir de cette discussion avec Cindy. Autre pépite, cette fois pour se défendre du meurtre de Chris. Quand les policiers lui expliquent qu'ils le soupçonnent d'avoir fait ça pour l'argent, il répond « mais n'importe quoi, si j'avais voulu de l'argent et que j'étais si cupide que ça, j'aurais laissé brûler les gosses avec, puisque j'avais une assurance vie sur la tête de chacun d'entre eux. Donc ça m'aurait rapporté beaucoup plus. Si je les ai sauvés et que je ne les ai pas laissés brûler, c'est bien que je les aime et que j'en avais rien à faire de l'argent. » Autre argument qu'il avance, il n'allait quand même pas laisser brûler toutes ses affaires. Il avait tout ce qui lui appartenait à l'intérieur de la maison. Alors les policiers lui répondent « mais attendez, vous aviez la famille de Christina qui vous a bien aidé après l'incendie et qui vous a repayé tout plein de choses. » Et il répond « oui, enfin bon quand même, quelle horreur, j'ai dû porter des vêtements de seconde main. » Voilà. Ça avait l'air d'être plus perturbant pour lui de devoir porter un sweatshirt qui a déjà été porté plutôt que de perdre sa femme dans un incendie. Allez, dernière petite pépite pour la route. Cette fois-ci, on va parler des petites filles de Carl. Vous vous souvenez que l'argent de l'assurance vie devait leur revenir. Donc les policiers lui disent qu'ils savent qu'il a tout dépensé pour lui, qu'il s'est acheté un élevage de canards, etc., des voyages, des voitures, bref, je vous ai déjà raconté. Et Carl leur répond que c'est pas vrai. Du tout. Ils ne peuvent pas dire qu'il n'a rien dépensé pour ses petites filles. Ils mentent, puisqu'un jour, il les a invitées pour Thanksgiving et c'est lui qui a payé la dinde. Et puis une autre fois, il est allé chez Cassie et il a déposé de la viande pour les petites. Voilà, 2 morceaux de viande. 700 000 $. Ah, et vous avez bien entendu, il avait bien une assurance vie sur la tête de ses 3 enfants. Qui fait ça ?
Ce n'est absolument pas logique. Bon, évidemment, ça peut arriver, hein. J'imagine qu'il y a encore quelqu'un dans les commentaires qui va me dire « c'est n'importe quoi, j'ai une assurance vie sur la tête de tel enfant de mon entourage et je suis pas un psychopathe ». Ok, mais ça reste relativement rare. Et puis dans le cas de Karl, on sait que quand il fait ça, ce n'est pas innocent. D'ailleurs, vous n'êtes pas au bout de vos surprises puisqu'on découvre également qu'il avait une assurance vie sur la tête de ses petites filles, qui, je vous le rappelle, sont toutes petites au moment de la mort de leur père, elles ont 5 et 3 ans. Et bizarrement, il est allé voir Cassie et il lui a dit, peu de temps avant son arrestation, qu'il aimerait devenir un très bon grand-père, se rapprocher de ses petites filles et qu'il aimerait faire des activités avec elles. Heureusement, il a été arrêté avant d'en avoir la possibilité, mais je suis prête à parier qu'il allait arriver un dramatique accident à ses 2 filles. Mais pour en revenir à l'interrogatoire, après avoir menti et nié pendant des heures, il craque. Les policiers arrivent à lui extorquer 2 autres versions des faits en forçant un peu. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vraiment rentrer dans son jeu. Ils font semblant d'avoir de la peine pour lui, de le comprendre, que finalement, voilà, s'il a menti, ils le comprennent, qu'il a raison, qu'il a vécu des drames et machin. Bref, vous voyez un peu le délire, ils sont vraiment en train de le brosser dans le sens du poil, et là il se met à pleurer, à leur dire « oui, c'est vrai, j'ai menti », et il donne une seconde version des faits concernant Lévi. Il va en donner une 3e après, mais je commence par la 2e, vous allez voir, c'est encore complètement lunaire. Il explique qu'au moment où il est allé pour dire au revoir à Lévi, avant de partir pour l'enterrement, il a découvert son fils mort. Lévi était déjà écrasé sous le camion. Il a été tellement choqué qu'il a décidé de faire comme si de rien n'était et de partir pour l'enterrement avec Cindy, sans rien dire, sans rien faire. Et puis, il est rentré de l'enterrement, et là, oh mon Dieu, jeu d'acteur, il fait semblant qu'il vient de découvrir son fils, il appelle le 911. Mais qui fait ça? Imaginez un instant découvrir votre fils mort dans votre maison, et lui, sa réaction, c'est « oh non alors, je vais faire comme si j'avais rien vu ». Et il s'en va. Mais c'est impossible, personne ne peut croire à cette version des faits. Alors il en donne une 3e, puisque bien évidemment les policiers lui disent « c'est impossible que ça se soit passé comme ça », ils se moquent même de lui. Et la 3e version des faits, eh bien, c'est qu'il a fait tomber le camion sur Lévi sans faire exprès. Vous vous souvenez comment le camion tenait en équilibre, et il explique qu'il avait besoin d'un outil qui se trouvait dans le camion et qu'il a décidé de monter dans ce fameux camion pour récupérer cet outil. Bien évidemment, le camion aurait basculé sur Lévi et l'aurait écrasé. Il est parti à l'enterrement sans rien dire parce qu'il se sentait coupable. Et à son retour, il décide quand même d'appeler le 911 et de faire comme s'il s'agissait d'un accident qui n'avait rien à voir avec lui parce qu'il n'avait pas envie d'avoir des problèmes par rapport à la mort de Lévi. Bon, là encore, il va falloir m'expliquer quel être humain doté d'un cerveau en bon état de fonctionnement monterait dans un camion qui est en équilibre sur un seul cric alors que son fils se trouve en dessous. Évidemment que le camion allait basculer, c'est encore une version qui n'a aucun sens, mais les policiers ne tirent rien de plus de Karl, c'est sa version définitive. Heureusement, les policiers n'ont pas besoin d'obtenir ses aveux pour l'inculper. Il est inculpé pour meurtre au 2e degré et il est envoyé en prison en attente de son procès qui se déroule en 2013, et contre toute attente, Karl plaide coupable. On pourrait penser qu'il a enfin des remords, qu'il a envie que la vérité éclate et d'être puni pour ce qu'il a fait, mais pas du tout. En tout cas, selon ses proches et la police qui le connaissent bien, il a sûrement fait ça tout simplement pour protéger sa réputation autant que possible, puisqu'au moment de son arrestation, l'affaire a été énormément médiatisée aux États-Unis. Et forcément, voilà, ça n'aurait pas donné une très bonne image de lui qu'on étale dans la presse la liste des preuves contre lui et que ses filles viennent témoigner en expliquant à quel point c'était un mauvais père. À l'issue du procès, Karl écope d'une peine de prison à vie avec une période de sûreté de 15 ans. En prison, Karl contacte constamment ses filles en leur disant qu'il veut les voir, qu'elles lui manquent, et Erin finit par craquer et aller voir son père pour savoir ce qu'il a à lui dire. Or, Karl passe juste tout son temps à clamer son innocence et à dire qu'il n'a jamais fait de mal à Lévi, qu'il l'aimait très fort, qu'il n'aurait jamais fait ça. Erin le laisse parler et puis à la fin, elle lui dit « Écoute papa, je sais que c'est toi qui as tué Lévi et je sais également que c'est toi qui as tué maman. » De là, Karl la regarde avec un sourire, mais vraiment un sourire effrayant.
et lui dit comme ça froidement « Ça fait 22 ans, on m'a toujours pas chopé, on ne me chopera jamais. » Manque de bol pour lui, les policiers de New York sont déterminés à faire également la lumière sur l'incendie californien. Donc ils contactent leurs collègues de l'ouest des États-Unis pour leur demander les infos qu'ils ont en leur possession afin de pouvoir continuer leur enquête et inculper Carl pour le meurtre de sa femme. Je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait un policier et un pompier qui avaient fait un boulot monstre. Or, le policier était tellement marqué par cette affaire et avait tellement envie qu'un jour Carl parte en prison qu'il avait gardé toutes les infos. Il avait un carton rempli avec tous les documents qu'il avait gardés à l'époque, etc. Donc il envoie tout à New York. Et de là, les policiers de New York estiment qu'ils ont assez d'informations, assez de preuves pour inculper Carl pour meurtre au premier degré cette fois-ci. Pour le coup, Carl n'a jamais avoué ce crime. Pour ce procès-là, il n'a pas plaidé coupable, mais non coupable. Et le procès a eu lieu en 2020, soit quasiment 30 ans après les faits. C'est énorme. D'ailleurs, c'est là-dessus que va jouer la défense. Ils n'ont pas grand-chose à dire pour défendre Carl, puisqu'il y a quand même des preuves qui sont accablantes dans ce dossier. Mais ils disent que voilà, si à l'époque, on n'a pas pu l'inculper et qu'on a estimé que les preuves n'étaient pas suffisantes, alors pourquoi est-ce que là, d'un coup, 30 ans après, soudain, il y a assez de preuves et on peut l'inculper? Donc, ils jouent là-dessus, mais ça ne convainc personne, puisqu'à l'issue du procès, Carl est déclaré coupable de meurtre et il est condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, peine qui vient s'ajouter à la première. Il ne fait aucun doute que si Carl n'avait pas été arrêté, il serait devenu un tueur en série et aurait tué un ou plusieurs autres membres de sa famille. Probablement Cindy ou ses petites filles en premier, on ne sait pas. En tout cas, le mobile de Carl, c'est simplement la cupidité et son incapacité à gérer un budget, puisque lors de son interrogatoire, il explique aux policiers qu'il n'a rien mis de côté pour sa retraite. Avec toutes les sommes qu'il a touchées, c'est absolument aberrant. Donc les policiers estiment que c'est précisément le mobile pour le meurtre de Levi, avoir de l'argent pour sa retraite. Quant à savoir pourquoi Carl est aussi froid et aussi méchant avec son entourage, nul ne le sait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est probablement né comme ça, puisqu'il y a déjà des événements dans son enfance. À l'époque, il ne tuait pas des membres de sa famille, mais des animaux de ferme. Son père avait beaucoup d'animaux dans sa ferme, et Carl a décimé tous les pans de son père avant de s'en prendre à ses oies, en leur tirant dessus. Il a tout raconté à Cindy, à qui il a donné tous les détails glauques de ses exécutions. Il a expliqué notamment qu'un jour, une oie avait survécu quand il lui avait tiré dessus, mais qu'elle était dans un sale état en train de battre des ailes. Il a attrapé le pauvre animal par le cou et l'a fait tournoyer dans les airs jusqu'à ce qu'il meure. Le père de Carl n'a jamais su que c'était lui qui avait fait ça. À la place, il a accusé un de ses proches contre lequel il a même porté plainte. Donc le pauvre homme s'est retrouvé accusé d'être un tueur en série de volatiles alors qu'il n'avait rien fait. Le corps de Levi a été envoyé en Californie où il repose juste à côté de celui de sa maman. Je vous montre leur tombe, ils sont vraiment tous les deux collés l'un à l'autre. Et si Chris n'a pas pu serrer ses enfants dans ses bras dès qu'ils en avaient besoin, si Chris n'a pas pu les voir grandir à cause de son abominable mari, aujourd'hui, elle est avec Levi pour l'éternité. Malgré les différends que Levi avait avec son ex-femme, elle a voulu faire ce qu'il y avait de mieux pour leur fille. Elle a recouvert les murs de sa maison de photos de Levi, de souvenirs de Levi avec ses filles, et elle leur a parlé de lui régulièrement. Donc les filles ont grandi en sachant qui était son père et en sachant qu'il les aimait très fort. Quant aux filles de Carl, Erin et Katie, l'une d'elles est devenue policière et l'autre traductrice dans l'armée. Elles sont toujours aussi soudées. Elles ont bien évidemment coupé les ponts avec leur père et elles peuvent compter sur la présence rassurante de leur tante, Colette, qui a toujours été là au long de leur vie pour les épauler et pour leur apporter tout l'amour dont elles avaient besoin. Elles ne sont toutefois pas en bons termes avec Cindy, puisqu'elles estiment que celle-ci était plutôt du côté de Carl et elle lui reproche pas mal de choses, notamment le fait d'avoir utilisé l'argent de Levi après sa mort. Elle en a bien profité avec Carl. Et certes, elle a aidé pour l'arrestation de Carl, mais les policiers pensent qu'elle l'a surtout fait pour elle-même. Elle avait peur pour ses fesses, elle ne l'a pas fait parce qu'elle voulait arrêter Carl à tout prix.
Sur ce, c'est la fin de cette histoire. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à booster la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires. Je vous rappelle que vous trouverez en description et en commentaire épinglés les liens pour télécharger Proton Mail et Proton VPN pour bénéficier d'une expérience sécurisée sur Internet.